La collapsologie est un courant de pensée popularisé en 2005 par Jared Diamond dans son essai Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, puis en France en 2015 par Raphaël Stevens et Pablo Servigne dans Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Devenu terme à la mode avant de rejoindre une conception plus ou moins largement partagée du futur, la collapsologie évoque la possibilité de fin brutale et définitive des civilisations thermo-industrielles dans lesquelles nous vivons et les moyens de s'y adapter. En même temps que les collapsos avertissaient sur les risques réels et présents, ils remettaient au goût du jour un certain goût pour l'imaginaire apocalyptique et post-apocalyptique, sous-genre fort classique et parmi les plus populaires de la science-fiction. Alors si le réel rejoint la fiction, faut-il s'inspirer des œuvres post-apo pour se préparer à un cataclysme annoncé ? Aujourd'hui dans Planète B, on parle de peur et de désir de fin du monde. Vous connaissez déjà le pitch. Une catastrophe, X ou Y, provoque l'effondrement total de la civilisation actuelle, rejetant l'humanité traumatisée dans un monde d'après qui rebat toutes les cartes. C'est ce que les survivalistes, dans la vraie vie, appellent le Teotwoki, the end of the world as we know it, la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est aussi ce que mettent en scène des fictions comme L'Effondrement, série ultra-réaliste en plan séquence du collectif Les Parasites. Viens avec moi. Ou le plus bruyant 2012 du très américain Roland Emmerich, dont Hugues parlait dans nos épisodes précédents. Des exemples parmi des milliers de ce que le cinéma peut offrir en termes de diversité dans le genre. Adieu structure sociale, confort, technologie et normes, loi de l'ancien monde. Le post-apo signe souvent un retour au concret, à l'échelle locale et humaine, dont il prétend dévoiler le véritable visage, et à des préoccupations universelles dont la modernité nous aurait coupé, c'est-à-dire manger, avoir chaud, faire société et idéalement éviter de se faire buter. Simple, basique. Car le post-apo n'est pas du tout une histoire de fin du monde, c'est littéralement le contraire. Comme le dit très bien le chercheur et fabuliste Jean-Paul Angélibert dans son excellent Fabuler la fin du monde, la puissance critique des fictions d'apocalypse, paru en 2019 chez La Découverte, imaginer l'apocalypse ne revient pas à s'arrêter sur une ligne fixe. C'est raconter une histoire dans une dialectique qui envisage en même temps l'advenue de l'apocalypse et l'histoire qui la contredit. Par définition, le post-apocalyptique n'est donc pas la fin du monde, mais sa recomposition sur de nouvelles bases. Il met d'ailleurs souvent en scène une nouvelle floraison de la nature, qui, enfin débarrassée de ceux qui la massacrent, envahit de nouveau tous les lieux dont elle était bannie. Les forêts poussent dans les villes, les animaux, éventuellement mutants, se multiplient et rendent inhospitaliers aux humains des zones qui autrefois leur étaient, à eux, inhospitalières. C'est ce qu'on observait très bien et très concrètement en Ukraine, vers Pripyat, la ville fantôme de la zone d'exclusion de Tchernobyl, du moins avant la guerre. C'est également ce qu'illustrent les photographes adeptes de l'urbex, comme par exemple Timothy Hanem ou Romain Veillon, c'est-à-dire l'exploration de ruines urbaines plus ou moins contemporaines. Le post-apocalyptique, donc, n'est que la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est un saut dans l'inconnu. C'est le renouveau qui s'impose à nous, brutalement. Et tout ce qui en découle. L'humain revient aux fondamentaux, avec sa bite et son couteau. Et les mots sont importants. Car si l'effondrement est un saut dans l'inconnu, le survivalisme est une manière de se préparer à cet inconnu. Pour certains, c'est la seule manière. C'est pour ça que les survivalistes s'appellent entre eux les preppers, ceux qui se préparent. Et s'il peut exister, a priori, des millions et des millions de façons de se préparer à ce qu'on ne connaît pas, la vision dominante est servie à longueur de films, séries, BD et romans. Il s'agit de la vision très américaine, viriliste et compétitive de la vie, au relent fortement extrême-droitisé, qui voudrait que les survivants vertueux du monde effondré redeviennent ou deviennent des farmers paternalistes, qui, en bons pères de famille, protègent leurs femmes et leurs enfants dans une ferme bunkerisée du Midwest. Une espèce de lecture foireuse du darwinisme qui voudrait que seuls les forts survivent. La société parfaite, quoi. On ne compte plus le nombre d'œuvres de science-fiction qui donnent plus ou moins raison à cette idée. Les œuvres du genre donnent d'innombrables exemples de morts violentes et d'impréparation dont on pourrait décider, ou pas,
de s'inspirer pour les contrer. Dans un monde où les autres, tous les autres, sont forcément vus comme des ennemis en puissance, des voleurs, des contaminateurs, des tueurs venus cannibaliser nos fils et nos compagnes, il faudrait donc s'armer, entasser des armes et des sacs de riz, ne dépendre que de soi et de quelques proches grand maximum, installer des pièges autour de son ranch, s'autosuffire, apprendre à tirer au fusil et planter des patates pour protéger sa famille et améliorer ses chances de survie. Car c'est bien de ça qu'il s'agit, augmenter ses chances, statistiquement, de survivre face à tout ce qui peut merder. Il n'est pas ici question de qualité ni de sens de la vie, mais de séparation binaire entre vivre et mourir. Dans le vrai monde, la mouvance survivaliste est en plein boom dans de nombreux pays occidentaux, avec évidemment les États-Unis en tête de liste. On ne dénombre plus le nombre de sociétés privées qui vendent du matos pour fans de randonnée un peu vénères, entre sacs, couteaux, kits de survie, insectes à manger, et jusqu'à des bunkers tout équipés, confortables et sécurisés pour clients ultra riches, adeptes d'un survivalisme de luxe. En mars 2017, dans une interview à l'Obs intitulée « Les super riches abandonnent le monde », le philosophe Bruno Latour avançait l'hypothèse suivante. À la fin des années 70 ou au début des années 80, les membres les plus astucieux des classes dominantes ont compris que la globalisation n'était pas soutenable écologiquement. Mais au lieu de changer de modèle économique, ils ont décidé de renoncer à l'idée d'un monde commun. La classe dominante s'est immunisée contre la question écologique en se coupant du monde. À la sécession fiscale et scolaire succéderait donc la sécession tout court. Sur Mars, pour les fidèles d'Elon Musk, ou dans de nouveaux oppidums, des bunkers post-apo comme autant de gated communities, avec tout le confort moderne et une vue imprenable sur la mort des autres. Chez l'entreprise suisse Oppidum, justement, les tarifs commencent autour de 7,5 millions d'euros, de quoi mettre à l'abri votre collection de Lamborghini et votre mini-musée d'art contemporain. Malheureusement, l'achat n'est pas déductible fiscalement comme un don à Blast par exemple, mais franchement vous auriez tort de vous priver. Les amateurs de Fallout apprécieront la promesse. Une promesse qui ne va pas sans poser des questions existentielles, comme par exemple, comment m'assurer de la fidélité de mes équipes de sécurité surarmées quand l'argent n'aura plus cours ? Chacun ses petits problèmes, n'est-ce pas ? Et les milliardaires aussi sont tristes parfois. Cette histoire de sécession des élites est révélatrice d'un rapport plus large à la perspective de la fin du monde tel que nous le connaissons. Dans son essai Le futur au pluriel, réparer la science-fiction, paru en 2023 chez Inframonde, l'écrivaine Katie Stewart avance une analyse psychologique. C'est l'histoire de l'homme blanc, riche, qui prend la pilule rouge et découvre brutalement, ébahi, que nous allons tous mourir. Oui, même lui, au terme d'une douloureuse agonie teintée de culpabilité. Pas de plan B, pas de planète de rechange. L'imaginaire dominant se découvre donc mortel, impuissant à ne pas l'être et déprime en proportion. C'est la dimension tragique de l'existence qui frappe ceux qui s'en croyaient libérés et leur révèle cette évidence. Tout est impermanent et nous allons tous mourir. Vouloir s'assurer de la fidélité de ces troupes de sécurité après l'effondrement, c'est vouloir conserver les structures sociales et les rapports de pouvoir du monde d'avant. C'est s'échiner à garder le contrôle alors même qu'on prend soudainement conscience qu'il ne s'agit que d'une construction sociale dans un monde divisé désormais entre ceux qui ont les flingues et ceux qui creusent. C'est tenter de maintenir une civilisation qui nous arrange dans le monde devenu jungle. Dans la Bible, le terme « apocalypse » est synonyme de révélation. Ce que révèlent souvent les fictions post-apocalyptiques, c'est une véritable nature humaine supposée, souvent présentée comme absolue. Revenue à ce qui est présenté comme l'état de nature, l'humanité ferait la démonstration de son vrai visage à grands coups de cran d'arrêt, de tuerie de masse, de cannibalisme, de guerre ouverte entre factions et de sectarisme démonstratif en tout genre. Et donc, forcément, c'est à ce moment-là que je vous parle de Mad Max Fury Road. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else. Parmi les œuvres les plus connues dans ce style, et aussi les films les plus marquants de ces dernières décennies, Mad Max Fury Road, donc, de George Miller, défonce tout sur son passage pour représenter une vision de l'humanité poussée dans ses retranchements. Presque tout n'y est que domination, destruction et bras de fer viriliste pour savoir qui aura la plus grosse bagnole, évidemment. Alors oui, bien sûr, Fury Road est aussi plus fin qu'il n'en a l'air. En témoigne la grêle de prix qu'il a raflé entre 2015 et 2016, parmi lesquels, quand même, 6 Oscars. Au-delà de la décharge d'adrénaline qu'il procure, le film propose également un discours en creux sur la dépendance de l'Amérique aux énergies fossiles et aux bagnoles, sur l'extractivisme vampirique des dominants, sur l'exploitation sexuelle des femmes et le culte voué à des dirigeants fou alliés. Le tableau général, et jusqu'à l'allure du méchant Immortan Joe,
pourrait ressembler à un ultra grinçant portrait de l'Amérique de Trump si le film n'était pas sorti 2 ans avant l'élection de celui-ci. En tout cas, c'est un rapprochement qui a été fait par tout le monde, notamment le photographe Benjamin Von Wong, qui a tiré une série de photomontages de cette idée. Aussi corrosif et ironique que soit le propos de Miller dans Mad Max, la vision fondamentale du post-apocalypse qu'il développe, et ce n'est pas la bande-annonce de Furiosa, sortie en fin d'année 2023, qui dira le contraire, vous y voyez évidemment un énorme phallus dressé vers le ciel, est un archétype de survie surviriliste, de monde dévasté où rien ne demeure que la guerre, la violence, la folie et la domination. L'illustration parfaite de l'idée selon laquelle l'homme serait un loup pour l'homme, et plus encore pour les femmes. L'humanité, foncièrement mauvaise, révélerait sa propension à s'entre-dévorer une fois libérée des carcans de la société. Une idée qui est aussi largement développée dans la série de films American Nightmare, The Purge en VO, à laquelle le camarade Bolchegeek a dédié une vidéo fascinante. Allez jeter un œil, c'est vraiment passionnant. Pas sûr toutefois que la première chose qui me viendrait à l'esprit en cas d'abolition des lois soit de mettre un masque de poupée en cuir clouté pour aller découper les passants à la scie circulaire. Mais ça n'est peut-être que moi. I got a wicked sweet tooth tonight. And I want my candy bar. Dans la célèbre BD témoignage Maus du dessinateur américain Art Spiegelman, les personnages sont des juifs polonais en pleine Shoah, c'est-à-dire une forme de fin du monde. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une œuvre post-apocalyptique, la BD met en scène les innombrables liens complexes qui relient les protagonistes. Veulerie, cruauté, mesquinerie, trahison rendues manifestes par l'instinct de survie, mais aussi tout un ensemble d'entraide, d'empathie, de petits gestes, de secours minuscules ou plus grands, qui font le courage et l'humanité et lui permettent de persister au sein même du cataclysme. En plongeant ces personnages dans des situations abominables de survie et de violence, le post-apocalyptique comme Maus polarise les comportements humains et les soumet à une terrible épreuve de vérité. Il n'y a aucune fatalité à présenter la loi de la jungle comme une compétition de violence et de chacun pour soi, comme l'ont démontré Pablo Servigne, encore lui, et Gauthier Chapelle dans L'Entraide, l'autre loi de la jungle, paru chez Les Liens qui libèrent en 2017, la nature est bien plus faite de coopération, de coexistence et d'interdépendance que de compétition acharnée et de meurtre aveugle et gratuit. La violence de Mad Max et de American Nightmare a sans doute plus à dire sur notre monde contemporain et la vision qu'en ont leurs auteurs que sur une hypothétique nature humaine. Dans La Forêt, le roman de Gene Egland que je citais l'année dernière dans le tout premier épisode de l'émission, en écorchant son nom, merci de l'avoir fait remarquer, est un cas d'école qui illustre parfaitement un retour relativement heureux à la nature. La survie dans un milieu naturel, en l'occurrence une maison isolée dans les bois et partagée par 2 sœurs, y prend une toute autre forme, moins débilement viriliste, compétitive et violente, plus posée, empathique et coopérante. L'étranger n'est pas systématiquement un ennemi, même si parfois c'est le cas, mais aussi l'opportunité d'une rencontre, d'un échange mutuellement enrichissant. Les 2 sœurs, Nell et Eva, cohabitent parfois difficilement, mais dans un vrai esprit de sororité et de respect mutuel. Elles dépassent la fin du monde moderne, quelque part, hors champ, en apprenant à se passer de tous les oripeaux de la vie d'avant, la maison, la voiture, le fusil, et à faire corps avec leur environnement. Elles remettent en question leur hétérosexualité du début, mais aussi le tabou absolu de l'inceste entre sœurs, une redéfinition de la civilisation qui fait le choix de vivre et non de survivre, en sanctuarisant l'art et la culture et en les adaptant. L'une ne garde que le sommaire de son encyclopédie et se passe de bibliothèque en faisant confiance à sa mémoire, l'autre danse sans musique et avec de nouveaux mouvements, adaptés au changement de son corps et à ce nouveau monde. Nell et Eva nous rappellent que tout est temporaire, que le monde est impermanent. Mais fin du monde ou pas, la civilisation continue à vivre dans la pratique qu'elles en font, inscrite dans le temps long et l'environnement. Car présenté comme naturel, le fait de s'entretuer n'est souvent qu'une internalisation de la compétition entre les individus issus d'un monde économique ultra-libéral, voire libertarien, qui voudrait que la vie sans loi ressemble nécessairement à The Purge. De quoi rappeler l'image du Far West, comme d'une zone de non-droit, qui a été véhiculée par Hollywood pendant l'âge d'or du western, entre 1950 et 1960 à peu près. Dans Mécanique Céleste, une BD en 2 volumes de Merwan Chaban, paru chez Dargaud en 2019 et 2023 pour le second volume, les différends entre les communautés sont arbitrés à la balle aux prisonniers. Il n'y a aucun mort,
c'est assez pacifique, et ce n'empêche pas des scènes d'action ultra tendues et badass. Le monde continue avec de nouvelles règles, pas forcément brutales. Mais pour certains auteurs, le retour à la nature supposée est surtout une manière d'objectiver une idéologie, consciemment ou pas. Bien qu'on ne puisse pas parler de roman survivaliste, le célèbre Ravage de René Barjavel met en scène la fin du monde moderne par disparition soudaine de l'électricité. Après une période de chaos qui sonne comme un retour de karma contre la modernité considérée comme pécheresse, une nouvelle société patriarcale est créée sur les bases traditionnelles, c'est-à-dire réactionnaires, incluant la polygamie et la soumission au chef. Paru en 1943, le roman a souvent été considéré comme crypto-pétainiste. Car le lien entre survivalisme et idées d'extrême droite n'est pas systématique, mais il n'est pas anodin non plus. Véritable fondation inconsciente du genre, le post-apocalyptique entretient souvent une xénophobie latente et plus ou moins justifiée par le récit. Comme le remarquait bien le prédicateur de la chaîne Chronique Fiction, le personnage principal de The Walking Dead, série adaptée du comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard, a tous les atours d'un bon père de famille américain. Littéralement shérif, il rejoue la sainte trinité biblique entre berger, loup et brebis à protéger. La gentille violence supposée du père de famille, chien de berger ou berger lui-même, est présentée comme un mal nécessaire pour protéger le troupeau contre la méchante violence des loups venus de l'extérieur. Une vision très américaine des choses, qui rappelle encore une fois le Far West et son absence de loi supposée, dans lequel les personnages se doivent de se prémunir contre la violence perçue du wild, des bandits voleurs-tueurs, et des Amérindiens aux mœurs perçues comme barbares. Et ce, quand bien même ce sont les colons européens qui massacrent à tour de bras beaucoup plus que les natifs. Dans The Walking Dead, comme dans l'imaginaire post-apocalyptique dominant, le zombie est une métaphore xénophobe efficace, une sorte d'agglomérat anonyme, de foule violente, incapable de pensée ou d'émotion, assoiffée de meurtre et capable d'infecter n'importe qui. Pour le géographe Manouch Borzakian, qui consacre à cette figure un petit livre lumineux, appelé Géographie zombie, les ruines du capitalisme, paru en 2019 chez Playlist Society, le zombie, c'est avant tout le risque d'en devenir un soi-même. Il peut être vu comme une métaphore de l'autre, le pauvre, le clochard, le migrant, qui risque, en nous approchant, de nous entraîner dans la chute sociale vers l'inhumanité et de nous faire déchoir comme lui. 2 seconds. Jeez, look, I'm really flat and everything, really, but I just... And hold it there. Yeah, just get her up, mate! Pour l'éviter et protéger nos chères têtes, blondes évidemment, aucune arme ne sera de trop. Ni aucun enfermement d'ailleurs. Dans Géographie zombie, Borzakian note à quel point le premier réflexe des survivants de films de zombies est de se terrer dans un fort, c'est-à-dire un lieu supposé sûr. Et combien ce réflexe irrationnel et malheureux relève selon lui d'une forme de fétichisme qu'il appelle l'amour des murs. Car en effet, non seulement les murs ne marchent jamais, toutes les forteresses de la fiction sont violables et violées, mais ils entraînent aussi une quantité de problèmes. Dans une interview qu'il m'accordait en 2019 pour mon média Cosmo Orbus, l'auteur disait que ce désir de mur relève du fétichisme, c'est assez indiscutable. La philosophe Wendy Brown ou la géographe et politologue Elisabeth Vallée, parmi d'autres, ont démontré à quel point les murs servent à plein d'autres choses que se protéger de l'extérieur, qu'ils permettent de souder une communauté contre un danger commun ou qu'ils stimulent l'industrie sécuritaire. Mais il y a plus grave. Les murs créent des problèmes. Ils génèrent une économie parallèle, encouragent la formation de mafias, entretiennent ou même créent de toutes pièces une peur irrationnelle de l'extérieur, par exemple. Cet aspect ressort lui aussi de nombreux films de zombies. La survie est parfois pire derrière les murs. Ce qui est sûr, c'est que même face à une crise très profonde, le choix de l'enfermement a tout d'une décision irrationnelle, y compris souvent pour les quelques individus qui croient tirer leur épingle du jeu en se désolidarisant de leurs semblables. Les murs ne fonctionnent pas, et le trigger xénophobe qui pousse les survivants à s'enfermer dans des places fortes a toutes les chances de se retourner contre eux. Comme Nell et Eva dans le roman de Gene Egland, il revient aux survivants d'inventer de nouvelles manières d'habiter les lieux et leurs relations au dedans comme au dehors. Parce qu'il se situe par définition dans l'après, le post-apo entretient aussi une relation ambiguë avec le monde d'avant la catastrophe. Souvent, c'est une forme de nostalgie qui domine. Pour ceux dont la vie était confortable, on regrette amèrement le monde qu'on a perdu. Mais ce regret est déjà en lui-même une preuve de vie. Dans sa nouvelle « Viendront les douces pluies », lisible dans le recueil des Chroniques martiennes, Ray Bradbury imagine une situation de grande nostalgie avec l'esprit poétique qu'on lui connaît. Dans la nouvelle, une maison autonome, tout équipée en domotique moderne, continue de servir le café
de rappeler les emplois du temps et d'organiser des parties de bridge de ses habitants, qui ont été tués depuis des lustres par l'explosion d'une bombe A. Seules demeurent les ombres des occupants, imprimées sur le mur par le souffle de l'explosion, un phénomène qu'on a pu observer à Hiroshima et qui rappelle les moulures de plâtre des habitants de Pompéi, par exemple. D'une manière ambiguë, Bradbury nous incite à nous consoler. Est-il si grave que tout le monde soit mort s'il n'y a plus personne pour le déplorer ? Même les pires drames aussi sont temporaires et toutes les larmes finissent par sécher. Un autre exemple nous vient de l'une des toutes premières œuvres post-apo recensées, voire la toute première, écrite par la fondatrice même de la science-fiction moderne. Dans Le Dernier Homme, publié en 1826, Mary Shelley, qui fut aussi autrice de Frankenstein en 1818, imagine la fin de l'humanité décimée par une pandémie mondiale. Attention toutefois à ne pas confondre avec Le Dernier Homme paru en 2023 de Margaret Atwood, l'écrivaine entre autres de La Servante écarlate. En autrice de son temps, Shelley propose un récit romantique où prédominent les sentiments intérieurs des personnages, une bande d'aristocrates anglais entreprenant un grand voyage sur les traces de la grandeur de la civilisation occidentale en cours de disparition. Face à l'inexorable disparition de l'espèce humaine, les personnages déambulent en déprimant dans les cités illustres bientôt réduites à l'état de ruines romantiques envahies de lierre, en brodissant des points rageurs et des tirades alambiquées face à la destinée rieuse. De quoi rappeler les peintures des ruines en vogue au XVIIIe siècle, celles de Louis-François Cassas ou Piranesi, par exemple. La fin du monde, selon Shelley, s'accompagne d'un état de mélancolie contemplative. Les personnages repartent sur les traces d'une histoire éternelle fantasmée, celle du grand récit européen, faisant de Rome et d'Athènes les points d'orgue de leur pèlerinage. Dans le palais du vice-roi de Milan, ils s'abîment dans la contemplation des œuvres d'art de la Renaissance, déambulent à cheval dans les couloirs déserts et somptueux, et relisent les classiques Robinson Crusoe de Daniel Defoe et Utopia de Thomas More. Pourtant, malgré ces saines lectures, la fin du monde ne sonne pas chez Shelley comme la possibilité d'une refondation. Tout le roman est imprégné d'une idéalisation du passé et du manque cruel de tout ce qui a été perdu. Pour Mary Shelley, dans Le Dernier Homme, l'avenir n'a rien à apporter et tout s'achève dans le deuil, après une ultime célébration des grandeurs de l'homme européen. Malgré cette délectation de la tristesse, ô combien romantique, c'est peu dire que Le Dernier Homme se démarque de la majorité des œuvres post-apo dans la vision qu'il donne de l'humanité. La fin du monde ne déclenche aucune régression, bien au contraire, elle rompt les digues sociales pour le meilleur et inspire moult comportements vertueux. Ainsi, dit-elle dans la traduction de Paul Couturiot pour les éditions du Rocher, « Il était courant de voir les propriétaires céder leurs demeures à des hordes d'indigents, faire abattre leurs arbres pour construire des abris ou refuges, diviser leurs parcs, leurs pelouses et leurs jardins fleuris pour en faire don aux familles nécessiteuses. » Tout au long de son roman, Mary Shelley développe une vision positive de l'être humain et postule un penchant pour l'entraide et la bienveillance. Les survivants se distinguent par leur droiture et la noblesse de leurs actes, au point d'inspirer au narrateur ce commentaire bien réac devant le partage des terrains et ressources en faveur des réfugiés. Il convenait de ne pas prendre de mesures définitives et irrémédiables. Il vaudrait mieux que, d'ici la fin de la maladie, nous n'ayons pas détruit nos meilleures lignées de chevaux, ni défiguré à jamais les plus belles régions du pays. La réaction des aristocrates en cas de fin de l'humanité reste sans doute l'aspect le plus réaliste du roman. Moi, je veux pas mourir. Moi aussi, j'ai le droit de vivre. Le Dernier Homme se présente donc comme une tombée de rideau, digne et mélancolique. L'extinction, vue par Shelley, se passe dans un calme et une bienséance qui honore avant tout sa propre personnalité, visiblement polie et bien élevée. Comme elle, ceux qui déplorent le monde d'avant sont généralement ceux qui y jouissaient d'une situation confortable. Comme le disait Katie Stewart, citée précédemment, les grands de jadis se découvrent mortels et dépriment en proportion. Dans certaines œuvres plus récentes, cette célébration du passé s'accompagne d'une lourde dose d'ironie qui permet de porter un regard critique sur la période d'avant. L'exemple le plus évident est la saga vidéoludique Fallout, notamment développée par Bethesda Softworks et qui sera bientôt portée en série sur Amazon Prime. A bright new sun will suddenly break through. Postulant un dérapage nucléaire lors de la guerre froide, Fallout jongle constamment entre l'hiver radioactif et mutagène qu'est devenu le monde et l'esthétique publicitaire des années 1950 incarnée par une mascotte, le fameux Volt Boy. And remember that with your impressive agility, you can act more decisively in vats. See? Dans les restes du monde d'avant, le nucléaire est unanimement salué comme une énergie parfaitement propre et hors de danger, alors que le quotidien des personnages post-apocalyptiques que nous jouons en paye chaque jour les désastreuses conséquences. L'esthétique générale de Fallout joue sur la dissonance entre le vécu des joueuses et joueurs et le discours propagandiste
naïf et pas si innocent que d'apparence, qui promeut le mode de vie des familles traditionnelles américaines des années 50. La bande sonore, inspirée de cette même période, achève d'enfoncer le clou de la nostalgie d'un monde fantasmé qui n'a évidemment jamais existé comme tel. Plus ironique encore, certains auteurs noircissent tellement le tableau qu'ils en arrivent à tutoyer une forme étrange de second degré. C'est l'humour du désastre, pour reprendre le terme forgé par l'auteur Antoine Volodine. Dans Terminus radieux, roman hanté, torturé, dévasté s'il en est, il décrit une terre ravagée par l'holocauste nucléaire consécutif à la chute d'une seconde Union soviétique. Y survivent des kolkhozes peuplés de chamans, de déportés et de paysans irradiés, tous à moitié fous ou agonisants, cherchant un moins pire pour amoindrir leur solitude et ressasser l'échec de leur révolution. Bref, pas de quoi rigoler franchement, si ce n'est à considérer cette absolue noirceur comme un pied de nez ironique face au désespoir. Bien sûr qu'on va tous crever, mais en attendant, la vie continue, et le sourire que nous arrache l'absurde de la situation a quelque chose de salvateur. Citons pour l'exemple le personnage de Mémé Oudgoul, une kolkhozienne d'âge canonique qui vit à Terminus radieux. Son organisme avait réagi de façon positive à l'exposition répétée aux matières fissiles. Les rayonnements ionisants avaient détruit toutes les cellules malades ou potentiellement cancéreuses que sa chair pouvait héberger. Certes, la radioactivité l'avait rendue légèrement iridescente dans l'obscurité, mais surtout, elle avait stoppé dans ses chairs le processus du vieillissement. Et, d'après ce que la Mémé Oudgoul sentait intimement, elle les avait stoppés pour toujours. Ces phénomènes ne présentaient pas que des avantages, et, en particulier, il l'avait signalé à l'attention des autorités qui lui avaient demandé, non sans dépit, à plusieurs reprises, pour quelles raisons elle ne mourrait pas. Le parti avait du mal à accepter qu'elle se refusât à rejoindre dans la tombe ses camarades de liquidation. Une proposition de blâme avait été discutée, son immortalité était, sciemment ou non, une insulte aux masses laborieuses. On peut sourire à l'évocation des soviets post-apocalyptiques qui, dans un monde dévasté, n'ont que ça à foutre que de perpétuer leur dogme absurde pour statuer sur le sort d'une mamie immortelle. Le genre post-apocalyptique est peut-être, plus que tout autre genre, un laboratoire qui permet de tester des idées. Ces univers sont réduits au minimum, plus simples, locaux et enracinés dans le concret, que les récits plus macroscopiques et complexes, des sagas spatiales ou du cyberpunk par exemple. Le post-apo permet d'imaginer, plus que des dystopies ou des utopies orientées, de véritables prototopies, pour reprendre le terme forgé par Yannick Rumpala dans son essai « Hors des décombres du monde », paru en 2018 chez Champvallon. Une prototopie, c'est un prototype de monde, avec sa complexité, sa profondeur, ses défauts aussi. Un concept qui a d'autant plus de sens lorsque les fictions d'apocalypse explorent comment refaire société dans un monde effondré. En effet, il existe une frontière entre ceux qui semblent prêts à tout pour survivre, au motif que la fin justifierait les moyens, et ceux qui refusent de nier certaines valeurs d'humanité, même si ça nuit à leur chance de survie. Prisonnier dans un battle royal, la plus humaine et digne des réactions serait peut-être de refuser de jouer au péril de sa vie. Un bon exemple de mode d'organisation différent de la vie commune des survivants nous vient du jeu vidéo très populaire The Last of Us, développé par le studio Naughty Dog et adapté en série sur HBO par Neil Druckmann et Craig Mazin. Dans le jeu comme la série, on a la Fedra, une sorte de dictature à laquelle s'opposent les résistants des Lucioles, le survivalisme individualiste de Bill, rejoint par Frank, la théocratie patriarcale et cannibale, et enfin un simili-communisme utopique à la sauce western post-apo. Everything you see in our town, greenhouses, livestock, all shared, collective ownership. So, communism. Nah, it ain't like that. It is that, literally. This is the commune. We're communists. No way! Si le parti pris de l'histoire demeure si visible, au moins dans la série, qu'il nuit à l'honnêteté intellectuelle de la prototopie, au moins The Last of Us propose-t-il une variété de sociétés possibles, sans prétendre que l'une ou l'autre serait plus naturelle ou évidente que les autres, et sans nier non plus la dureté de ce nouveau monde partagé. Autre exemple très connu, et déjà cité dans notre émission, La Route, paru en 2006 de Cormac McCarthy, adapté au cinéma par John Hillcoat avec Viggo Mortensen, fait parfois figure d'œuvre post-apocalyptique absolue,
tant elle illustre à la fois le délitement du monde tout entier, le désespoir qui en résulte, et tisse en même temps d'improbables pistes de monde meilleur. L'homme et son fils cheminent dans le monde mort. Lorsqu'ils retrouvent un autre survivant qui les avait volés, le père décide d'abandonner celui-ci, nu et sans défense, le condamnant à la mort en guise de punition. Et pour éviter un retour de bâton, accessoirement. Son fils, joué dans le film par Cody Smith-McPhee, s'y oppose et plaide en faveur du voleur. Ce faisant, il restaure de manière aussi ténue soit-elle la possibilité d'un monde commun entre les humains. Son innocence est un anti-survivalisme qui ne considère pas seulement l'aspect pratique et technique de la survie, mais reconnaît l'humanité en l'autre. Pour Jean-Paul Angélibert, dans Fabuler la fin du monde, le garçon relie les individus séparés par l'effondrement de la société. Il oblige son père à reconnaître la pluralité des êtres humains, tous égaux en tant qu'ils sont humains, tous différents les uns des autres, tous séparés par leurs intérêts divergents et pourtant tous unis par le monde qu'ils partagent. Aucune utopie ne se profile, mais le roman dit la condition à laquelle, des ruines, peut émerger un autre monde. Un amour inconditionnel du prochain, son fils, et une conscience absolue de sa responsabilité. Le père est contraint par un impératif de survie et la responsabilité de son jeune fils. Il agit par automatisme mécanique et utilitaire, avec une absence de pitié digne d'une machine. Paradoxalement, c'est lui qui ménage à son fils, enfant représentant l'espoir dans le livre, la possibilité de refonder, peut-être, un monde meilleur. La route démontre qu'il existe toujours un chemin possible vers la mer au bout de l'asphalte et qu'on a toujours le choix d'agir pour le meilleur plutôt que pour le plus facile. En sauvant la vie du vieil homme, l'enfant respecte une forme de dignité du présent, pour reprendre le terme de Corinne Morel-Darleux dans son bouquin « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce », paru chez Libertalia en 2019. Il n'agit pas parce que c'est utile, mais parce que c'est juste, en reconnaissant la dignité du vivant en l'autre, en faisant exister la possibilité d'un monde partagé. Dans la parabole du semeur, paru en 1993, l'autrice américaine Octavia Butler poursuit un peu cette logique. Elle y imagine une Amérique en cours d'effondrement sous le poids du changement climatique, rétablissant l'esclavage et soumise aux luttes armées de factions opposées en tout genre, mais où les suprémacistes blancs occupent beaucoup de place. C'est dans ce contexte que naît et grandit Lorraine, une adolescente noire atteinte d'hyper-empathie qui s'entoure de fidèles pour fonder une nouvelle manière de voir le monde et d'y habiter, nourrie de cette empathie, parfois brutale, qui la lie indéfectiblement au reste du vivant. En résulte la fondation d'une communauté, puis plusieurs, autour d'une nouvelle religion et de la figure messianique de l'adolescente. Ainsi, la lutte contre les forces de mort trouve-t-elle un sens dans le lien de soi aux autres, amis et ennemis, et l'archipélisation de lieux de vie différents et partagés. Plus loin encore, l'exceptionnel Carbone et Silicium de l'auteur français Mathieu Bablé, paru chez Ankama et Label 619 en 2020, imagine la continuation du monde pendant et après l'effondrement, du point de vue de deux androïdes hyper empathiques, en plus d'être hyper intelligents. Dès les premières pages de la BD, Carbone et Silicium, c'est le nom des personnages, dépassent la condition humaine dont ils sont issus et se posent la question qui tue. Comment ne pas reproduire les échecs et manquements de l'humanité qui la conduisirent à sa perte? Sur plus de 300 pages et presque autant d'années, les deux robots fondent une nouvelle façon d'habiter le monde au-delà de leurs divergences, en réponse à la crise de la sensibilité diagnostiquée par le philosophe Baptiste Morisot dans son livre Manière d'être vivant, paru chez Actes Sud en 2020. Mais patience, on en reparlera. En imaginant qu'une catastrophe brutale, soudaine, plus ou moins prévue, change radicalement le paradigme du monde, les fictions post-apocalyptiques ne doivent pas faire oublier ce fait essentiel. La fin du monde n'est pas imminente, elle est immanente. Le monde s'effondre en permanence et se recompose à la même vitesse. C'est votre vie et elle se termine, une minute après l'autre. Dans Fabuler la fin du monde, Jean-Paul Angélibert cite abondamment Michel Deguy qui, dans l'énergie du désespoir ou d'une poétique continuée par tous les moyens, paru chez PUF en 98, théorise la façon dont l'absence d'espoir transcendant rend l'action possible. En résumé, c'est parce que le passé amène la destruction et que le futur semble bouché que les personnages peuvent mobiliser l'énergie du désespoir en renonçant tant à la nostalgie d'un monde passé qu'à l'espoir d'un monde meilleur. Espérer, c'est déjà retarder l'action, ici et maintenant. Regarder la mort en face permet d'agir. Les survivants sont seuls, il n'y a ni passé ni futur, rien à sauver et personne pour le faire. Ne reste qu'un vaste présent à habiter et à faire nôtre, avec la conscience aiguë de notre responsabilité et un sens profond de la dignité du présent.
Ces événements ont déjà été vécus. Ils sont vécus en ce moment même. Pour toute victime de cataclysmes, de guerres, de déplacements forcés, de conséquences du chaos climatique, pour toutes les familles des morts et les habitants des lieux dévastés à travers le monde, le post-apocalypse, c'est maintenant. En tant que civilisation appelée à de probables bouleversements, pour rester poli, il serait plus que pertinent de commencer dès maintenant à accueillir les victimes, à écouter leurs témoignages et à nous poser la question du monde que nous voulons habiter ensemble. Voilà un horizon collectif qui me paraît plus constructif que d'entasser des sacs de riz et des munitions d'Armalite ou de M16. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle qu'un soutien à Blast permet de consolider un peu notre indépendance et coûte toujours moins cher qu'un bunker tout confort en Nouvelle-Zélande. Faites gaffe à vous et rendez-vous dans un mois où nous aurons le plaisir de poursuivre la discussion avec l'auteur de BD Mathieu Bablé en conclusion de notre cycle consacré au climat et au post-apocalyptique. D'ici là, je vous laisse avec les mots de Sarah Tisdale, citée dans la nouvelle de Ray Bradbury qui fut traduite par Jacques Chambon et Henri Robillot dans l'édition de 97 chez De Noël. Viendront de douces pluies et des parfums de terre et des stridulations d'hirondelles dans l'air, des grenouilles en voie, la nuit, au marécage, et de blancs trémolos dans les pruniers sauvages. Les rouges-gorges, dans le feu de leur parure, siffleront leur lubie sur un fil de clôture. Et nul n'aura eu vent d'une guerre en ce monde, ni souci que se taise, enfin sa voix immonde. Nul ne s'inquiétera, arbre ou oiseau, qu'importe, si l'humanité n'est rien plus que l'être morte. Et le printemps, à l'aube, en retrouvant ses sens, ne remarquera pas, ou si peu notre absence. Thank you.